can you turn the light off? Just until we get around the corner. You smell the fish? You can put the light on if you want. It's very heavy. Oh, fucking disgusting. You can see the head gone on that one. You can see lice infestation. You can see infectious diseases. See the skin eaten away. This is dead diseased salmon. Could be 5,000, maybe more. I'm just going to do a video. But this is the welfare nightmare of salmon farming in Scotland. They're trying to fence off, to shut me down, to stop me filming inside the farms. Unlike salmon farmers, the camera never lies. Please boycott Scottish salmon. Don Staniford, it's late January 2025. Dans cette industrie, la mortalité est au moins 10 fois supérieure à celle d'autres élevages intensifs, comme les poulets ou les porcs. Oh, does it make you feel hungry? C'est probablement le taux de mortalité le plus élevé que j'ai jamais vu. Cette benne contient peut-être 30 tonnes de saumon. Les gens doivent voir la vérité. Don Staniford est la bête noire de l'industrie mondiale du saumon. Cela fait 25 ans qu'il dénonce les élevages intensifs en Écosse et la mortalité record dans certaines fermes marines. Malgré les dénonciations d'activistes comme lui, malgré ces images volées dans les cages qui documentent la souffrance de ces poissons malades et victimes de parasites, ici en Écosse ou ailleurs, au Chili ou en Norvège, cette industrie ne cesse de croître. Ce sont les producteurs norvégiens qui la dominent. Ils s'affichent respectueux de la nature et des poissons, élevés et surveillés grâce à des méthodes high-tech. Ils nous montrent des saumons sains et vigoureux, dont l'emblématique chair rose atterrit chaque jour dans nos assiettes et nos magasins. Leur production a triplé en 25 ans et les bénéfices se sont envolés. En Suisse, on est franc dingue de ce poisson. Ces 10 dernières années, sa consommation a augmenté de 40%. Dans les rayonnages, on nous vend l'image d'une industrie aussi pure que ses paysages. Et pourtant, ces élevages posent de graves problèmes en termes de bien-être animal et de dégâts sur l'environnement. Nous allons vous raconter comment nous, les consommateurs, nous sommes faits enfumer. C'est dans ces fjords de Norvège que tout a commencé déjà dans les années 60. Cet homme les connaît comme sa poche. Et pour cause, cela fait 20 ans que Ruben Odecalve enquête sur les élevages intensifs de saumon. À la tête de l'Association norvégienne de protection de l'environnement, il suit de près les activités de cette industrie et il documente ses impacts sur la nature. Il nous embarque vers des cages en mer, des sortes d'enclos de 15 à 50 mètres de diamètre et jusqu'à 50 mètres de profondeur. Nous ne pouvons pas nous approcher des filets. Les plus grands producteurs ont tous refusé nos demandes de tournage dans leur ferme aquacole. Il peut y avoir jusqu'à 200 000 poissons par cage. Ils nagent dans une seule direction. Si vous observez attentivement ces saumons, vous verrez que leurs muscles se développent plus d'un côté, parce qu'ils n'avancent que dans un sens. Ils ne changent pas de sens.
Les saumons élevés ici pendant 2 ans n'ont plus qu'un lointain rapport avec leur ancêtre sauvage, un poisson athlétique et courageux qui traverse l'Atlantique. Il s'agit de poissons sélectionnés génétiquement, génération après génération. La priorité des éleveurs, c'est la taille du poisson. Il faut qu'il grandisse le plus vite possible pour obtenir le saumon le plus gros et le plus charnu possible. Donc ils le nourrissent un peu comme chez McDo. Ça devient un gros poisson paresseux. Pour nourrir ce carnivore, un bateau ravitailleur livre des sacs de plusieurs centaines de kilos de granulés, des sortes de concentrés de farine et d'huile de poisson auxquels on ajoute des céréales, principalement du soya brésilien. Il y a aussi du colorant rose pour pimper la chair du saumon. Les boulettes sont distribuées dans les cages par ces tuyaux. Ces dernières années, la proportion de poissons dans les granulés a fortement baissé au profit du soya. L'industrie a tellement grandi qu'elle utilise toutes les ressources marines disponibles. Donc elle a dû trouver d'autres sources de nourriture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous aussi, nous pouvons manger du soja, que les protéines du soja peuvent servir à l'alimentation humaine. On prend notre nourriture pour la donner au saumon. Et comme il s'agit d'un carnivore, il faut lui donner plus à manger que ce qu'il nous donne en retour. Élever un carnivore n'est donc pas durable, point final. L'élevage en mer a aussi des conséquences sur les saumons sauvages, dont la population a baissé de moitié en Norvège. Ces cousins paresseux s'échappent et se mélangent. Et quand on a ces gènes plus paresseux, plus gras chez les poissons sauvages, ça les fait dépérir et ils détruisent la population sauvage. On ne voit pas ça chez les poulets. On ne voit pas ça chez les vaches. On ne voit pas ça chez les cochons. S'ils vous échappent, vous pouvez les rattraper. À chaque mission, il poste des vidéos pour les membres de son organisation. On vous informe depuis presque 20 ans sur ces fermes marines et leur impact sur la nature. C'est ça qui est fou. Les problèmes liés à l'élevage de saumon ont été dénoncés dès les débuts de cette industrie, même chez nous. Regardez cet extrait d'À bon entendeur, l'émission Conso de la RTS. Il date de 1997, il y a presque 30 ans. Et il n'y a guère de différence aujourd'hui entre la salmoniculture et l'élevage en batterie des porcs et des poulets. Cela implique une nourriture très riche à base de farine de poisson et une densité pouvant aller jusqu'à 10 kg de saumon par mètre cube d'eau. En élevage, l'animal s'est transformé. Il est devenu trop gras et pas assez musclé. Mais cela n'a pas empêché la formidable croissance de l'industrie norvégienne. ABE vous parlait d'une densité de 10 kg de saumon par mètre cube d'eau. Aujourd'hui, on en est souvent au double. Plus de 1000 fermes produisent ici quelques 400 millions de saumons chaque année, une production qui a triplé en 30 ans. En 30 ans, c'est aussi devenu une industrie mondiale qui prospère au Chili, en Écosse, au Canada, aux îles Féroé, en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande, en Islande, en Irlande. Des élevages très souvent en main de 3 géants norvégiens, Mowi, Salmar, Leroy. Et cet empire, qui encaisse des milliards de bénéfices, n'apprécie pas trop ceux qui viennent mettre leur nez dans les cages. Des employés de la ferme aquacole interpellent Ruben Odecalve, lui reprochant d'être trop près des enclos. Aucune loi ne nous interdit de filmer l'installation, tant que nous restons à 20 mètres des bouées. Non, vous devez rester à 100 mètres. Non, relisez les règlements. 100 mètres des cages, c'est si on pêche. Critiquer l'industrie, ça vous cause des problèmes? Vous avez subi des pressions? Oui, absolument. C'est la seule industrie qui agit ainsi. Nous nous sommes attaqués à l'industrie pétrolière, à l'industrie chimique. L'industrie aquacole est la seule à avoir fait pression sur nos sponsors, la seule à nous avoir attaqués dans les médias et la seule à avoir essayé de détruire notre organisation. Ils ne répondent pas aux critiques, ils attaquent le messager, ce qui veut sans doute dire que nous visons juste.
En Écosse, la grande majorité des élevages de saumon sont aussi en main des producteurs norvégiens. Et ici aussi, ils n'apprécient guère leurs contradicteurs. Don Staniford en particulier est dans leur viseur. C'est lui qui nous avait montré les saumons morts lors d'une opération nocturne. Il prépare une nouvelle action contre une ferme salmonicole. Nous sommes ici dans une forêt magnifique. Quand on déboise une forêt, par exemple quand ils déboisent la forêt amazonienne, cela se voit, c'est très visible, on le voit du ciel. Mais si vous regardez une ferme d'élevage de saumon, elle n'a l'air de rien. Les gens ne la voient peut-être même pas, et encore moins les dégâts qu'elle cause. Il faut filmer à l'intérieur d'un élevage pour voir la maltraitance. Sinon, c'est loin des yeux, loin du cœur. Pour dénoncer l'industrie du saumon, il s'est fait une réputation grâce à son kayak et à un sens certain de l'autodérision. C'est Don Staniford sous un astucieux déguisement. Je suis devant une ferme de saumon. Bon, ça c'est moi. Ils essayent de bloquer l'accès à ces bras de mer qui sont publics. Ils essayent de nous empêcher, moi et d'autres, de filmer à l'intérieur des fermes d'élevage de saumon. Regardez ces photos choquantes. Je les ai obtenues grâce aux lois sur la transparence et à des caméras cachées. J'ai commencé par des études universitaires. J'ai étudié l'impact des élevages de saumon sur l'environnement au début des années 90. Puis je suis devenu un militant. Les gouvernements du monde entier ont permis à ces multinationales du saumon de privatiser les côtes, de clôturer l'environnement marin et l'environnement d'eau douce. Tout ça pour de l'argent. Elles créent de l'emploi, mais cela a un coût très élevé. Depuis 2018, il a multiplié les expéditions en kayak pour approcher les cages et même monter sur ces installations pour mieux les filmer. Mais plusieurs grands producteurs de saumon ont actionné la justice pour l'en empêcher. L'un des géants norvégiens a obtenu gain de cause. L'activiste n'a plus le droit de poser le pied sur les cages, mais il peut encore s'en approcher. D'autres plaintes sont en train d'être traitées par les tribunaux écossais. Le bateau arrive vers moi, je vais m'arrêter. Ils veulent imposer une zone d'exclusion. Ils veulent interdire les drones. Vous pouvez voir le bateau derrière moi. Ils veulent faire taire les critiques. Et on comprend pourquoi. Les vidéos de Don Staniford révèlent ce qui se passe sous la surface. Tournées clandestinement dans de nombreuses fermes marines et publiées sur les réseaux sociaux, elles ont aussi été diffusées dans le monde entier grâce à plusieurs documentaires. Les saumons d'élevage nagent dans un cloaque rempli de déchets. Ils sont exposés à des maladies infectieuses. Ils sont infestés de poux de mer. En filmant en 2023, j'ai découvert ce que j'appelle des poissons zombies. Ce sont des poissons pratiquement morts. Des bouts de chair ont été dévorés. Des poissons zombies, c'est choquant. Que répond l'industrie écossaise ? Dans la capitale Édimbourg, les portes de son association fêtière, Salmon Scotland, sont restées closes. Le thème est pourtant brûlant. En janvier, une commission parlementaire, dirigée par le député conservateur Finlay Carson, a publié une enquête très attendue sur les élevages d'Écosse, 7 ans après un premier rapport déjà alarmant. En 2018, la mortalité a posé de sérieux problèmes. C'était probablement l'une des conclusions majeures du rapport. À l'époque, le taux de mortalité dans le secteur atteignait 25%, un chiffre que la Commission avait jugé inacceptable. Aujourd'hui, ce taux n'a pas changé. Il y a même des fermes aquacoles qui enregistrent un taux de mortalité allant jusqu'à 85%. 85%, c'est une hécatombe, souvent en raison d'attaques de microméduses de plus en plus fréquentes suite au réchauffement des eaux de mer. Comme le montre cette vidéo d'une ONG britannique, elle blesse mortellement les saumons d'élevage, déjà affaiblis et pris au piège de leur cage.
Dans son rapport, la commission parlementaire s'inquiète de la situation et dénonce aussi l'absence de progrès de l'industrie. Elle demande au gouvernement de serrer les boulons. Nous avons demandé qu'une autorité compétente exerce une plus grande surveillance et qu'elle dispose de plus de pouvoir pour faire appliquer certains règlements. Nous avons recommandé la fermeture des élevages qui affichent un taux de mortalité élevé et persistant. Mais pas question de trop gêner cette industrie qui est à l'origine de quelques 12 000 emplois directs et indirects. C'est aussi le plus important exportateur de biens alimentaires du Royaume-Uni. À ce stade, nous n'avons pas demandé de pause ou de moratoire, car les implications exactes d'une telle mesure ne sont pas claires. Nous ne voulons ni mettre en péril des emplois, ni compromettre les investissements futurs des grandes entreprises salmonicoles. Ce secteur est un employeur important, mais également un acteur majeur de l'économie écossaise. En Norvège, le poids de l'industrie du saumon est encore plus grand. Ce sont 50 000 emplois et des ventes de 10 milliards de francs en 2024, ce qui en fait un secteur d'exportation stratégique, le deuxième après le pétrole et le gaz. C'est le premier pays au monde à avoir créé un ministère de la pêche et forcément les intérêts du gouvernement et de l'industrie convergent. Le gouvernement veut que l'industrie se développe. L'objectif principal n'est pas nécessairement d'augmenter le volume, mais plutôt la valeur ajoutée, ou la contribution de l'industrie à notre PIB, à notre économie. Bien sûr, si nous pouvons aussi accroître la production, c'est une bonne chose, mais cela doit être fait de manière durable. Durable, c'est un mot-clé pour le gouvernement et l'industrie. Ici aussi, les élevages enregistrent une mortalité record ces dernières années. 62 millions de saumons morts prématurément en mer, rien qu'en 2023, et près de 40 millions dans les écloseries. Cette photo de milliers de saumons morts au fond d'une cage, qui a fuité dans la presse en 2023, a fait grand bruit. Nous prenons très au sérieux la question du bien-être des poissons. Nous venons de publier un plan stratégique à l'intention du Parlement, qui sera discuté dans les mois à venir, dans lequel nous reconnaissons que la mortalité actuelle est trop élevée. Nous devons réduire cette mortalité et nous cherchons des solutions pour y parvenir. Pour rappel, aucun grand producteur de saumon n'a accepté nos demandes d'interview. Alors nous sommes allés voir Trygve Poppe pour comprendre les causes de cette mortalité record. C'est l'un des spécialistes les plus respectés de la santé des poissons, aujourd'hui à la retraite. Aujourd'hui, je peux parler librement. C'est clair, il y a une certaine pression de la part de l'industrie. Beaucoup de scientifiques hésitent à se montrer trop critiques à son égard. Ils risquent notamment de voir leur financement réduit par le gouvernement pour mener des recherches indépendantes, comme on dit. C'est vraiment un problème. Vétérinaire de formation, il est toujours très actif. Avec d'autres scientifiques retraités, il est déterminé à lever le voile sur les méthodes d'élevage. C'est très intensif dès le départ, de l'incubation des œufs jusqu'à l'abattage des poissons. On accélère constamment le processus pour maximiser les profits. C'est pourquoi nous observons fréquemment ce que nous appelons des maladies liées à la production, ainsi que des maladies infectieuses. Des dizaines de milliers de poissons en cage, c'est la fête pour les virus qui attaquent leurs branchies, leur pancréas, leur cœur. C'est aussi open bar pour cette petite créature, le pou de mer, un mini crustacé qui se nourrit de la chair et du sang du saumon. Cette photo date du début des années 80.
quand on a pris conscience pour la première fois de la gravité du problème posé par les poux de mer. Regardez comme la tête du poisson était rongée jusqu'à l'os. L'industrie s'est d'abord débarrassée des poux avec des pesticides, mais cela affectait les autres espèces marines. Alors les éleveurs ont mis en place d'autres méthodes, comme celle-ci dite thermique. Ils plongent le saumon, un animal à sang froid, dans une eau à 30 degrés. Un procédé rarement montré, ici, filmé de loin par une ONG écossaise. Les saumons sont pompés des cages vers une chambre de traitement. Ils y restent environ 30 secondes avant d'être relâchés dans une nouvelle cage. Durant ce processus, la température élevée est censée tuer ou paralyser le parasite. Bien sûr, les poissons paniquent. Ils nagent dans tous les sens. Ils entrent en collision les uns avec les autres et se cognent aux parois avant d'être à nouveau pompés vers les cages. Il y a donc une forte mortalité juste après le traitement, ou dans les jours qui suivent, voire une semaine plus tard. Ils développent aussi de larges ulcères cutanés qui finissent par les tuer. Regardez cet article paru hier dans le principal quotidien norvégien Aftenposten, qui titre « Votre repas a été torturé ». C'est un terme très fort, torturé. C'est un terme très fort. Mais ce que nous observons dans de nombreux cas dépasse largement un simple problème de bien-être animal. On parle ici de maltraitance, voire de torture, car l'industrie sait exactement ce qu'elle fait. Elle connaît les conséquences de ses actes et elle est consciente que ses poissons subissent une mort atroce. C'est cynique, et je pense que le mot torture est tout à fait approprié. Absolument. En entendant ça, des consommateurs peuvent se dire « Mais c'est rien qu'un poisson ». Oui, c'est bien là tout le problème. Mais un poisson n'est pas qu'un poisson, car les poissons, et en particulier le saumon de l'Atlantique, sont des animaux très évolués, qui possèdent tous les sens que nous avons. Ils sont capables de ressentir la douleur, la peur, et même le désespoir. À Oslo, nous avons contacté la fêtière des grands producteurs, qui représente 80% des éleveurs et 90% de la production norvégienne, pour qu'elle nous explique comment sont produits les saumons que nous achetons et mangeons en Suisse. En vain, la porte est restée close. À notre retour, nous avons insisté, et à force, Christer Hoas, directeur régional de Siomat Norge, a répondu à nos questions. Tout d'abord, comment l'industrie lutte-t-elle contre la mortalité ? Les chiffres les plus récents concernant le taux de mortalité ont été publiés il y a quelques semaines. Il s'élève en moyenne à 15,4% pour l'ensemble de la production en mer, soit une baisse de près de 8% par rapport à l'année dernière. C'est encore un niveau trop élevé. Et il l'a été pendant trop longtemps. Nous espérons que cette tendance à la baisse se poursuivra. Personne n'a plus intérêt à réduire la mortalité que les éleveurs eux-mêmes. Nous diversifions de plus en plus nos méthodes de traitement et elles sont aujourd'hui plus douces qu'auparavant. Biosort presents iFarm. Ce que certains producteurs sont en train de développer, ce sont des traitements high-tech dans les cages elles-mêmes, comme le montre cette vidéo commerciale. Une sorte de reconnaissance faciale des saumons qui permet de compter les poux individuellement et de trier les poissons qui seront traités. Le traitement thermique utilisé actuellement pour lutter contre les poux de mer, est-ce qu'on peut dire que c'est une torture ? Non, je ne dirais pas ça. L'autorité norvégienne de sécurité alimentaire ne le dit pas non plus. Elle autorise ce traitement. Et il est dans les limites de ce qu'on peut faire. Et ce procédé a été amélioré. Le taux de mortalité a considérablement baissé au cours de ce traitement. Nous nous améliorons constamment. Mais parler de torture, non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Les poissons sont parfois blessés par ce traitement parce qu'ils sont stressés? Oui, bien sûr. Toute manipulation des poissons est un facteur de stress supplémentaire. C'est pourquoi nous nous efforçons de réduire le nombre de traitements et la manipulation des poissons autant que possible. Ce poisson blessé se retrouve dans nos assiettes? Oui, bien sûr. Il faut toutefois savoir que ces poissons blessés ne peuvent pas être exportés entiers. Ils doivent être transformés en Norvège. Il est donc possible de découper les parties ulcérées, d'enlever la peau, etc., puis de les commercialiser pour le fumage ou en morceaux. Bien entendu, la consommation de ces poissons ne présente aucun danger pour l'être humain, car les bactéries qui tuent les poissons ne sont pas nocives pour nous. Mais leur qualité est évidemment inférieure, et les consommateurs ne payent pas pour ça. Tout cela fait-il sens pour nos autres consommateurs? Pourquoi avons-nous pris l'habitude de manger autant de saumon comme s'il tombait du ciel? Au sud de l'Angleterre, nous avons rencontré un homme qui a longuement enquêté sur nos systèmes intensifs de production alimentaire et leur impact sur notre environnement. Scientifique de formation, Georges Monbiot est l'auteur de plusieurs livres qui documentent cet impact. Nous avons commencé par lui soumettre nos paquets de saumon. La grande majorité des consommateurs qui achètent ce produit ignorent complètement les réalités de sa production. Regardez ces emballages. Le saumon fumé est presque l'exemple parfait du consumérisme déconnecté de la réalité. Ce produit a été tellement détaché de son processus de fabrication qu'on pourrait croire qu'il vient de Mars. C'est un produit orange, gélatineux, qui plaît au goût et qui semble venir d'un monde parallèle, sans lien avec le réel. Il est intéressant de noter qu'aucun de ces emballages ne montre un poisson, ni même l'endroit d'où il provient. Même les personnes qui ont déjà entendu parler des réalités de l'élevage de saumon ont relégué cette information dans un coin de leur esprit. Lorsqu'elles entrent dans un supermarché, elles sont face à ces produits merveilleux, emballés sous vide, et ils sont aussi sous vide dans leur esprit. C'est cette déconnexion, cette disparition de nos repères moraux qui est l'une des grandes maladies de notre système alimentaire. Alors, que font ceux dont la mission est de réguler l'industrie et ses modes de production? En Norvège, c'est le ministère de la Pêche qui a cette responsabilité. Les éleveurs doivent déclarer toute maladie ou infestation de parasites et les traitements utilisés. Si un certain seuil est franchi, ils doivent réduire leur production, mais il n'y a guère plus de contraintes. Tout dépend de la technologie de production utilisée sur chaque site. Il y a de bons et de mauvais sites. Il n'existe donc pas de solution miracle ou de traitement unique pour résoudre ce problème. Il faut pouvoir envisager plusieurs mesures simultanément. Alors ne faudrait-il pas interdire des pratiques comme le traitement thermique? Une interdiction n'est pas toujours la solution. Il est préférable de donner des incitations à des producteurs pour qu'ils s'améliorent. Interdire quelque chose parce que certains ne travaillent pas bien, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Nous préférons donc essayer de modifier les procédures d'élevage. On régule donc, mais point trop n'en faut. C'est que la Norvège compte sur le saumon comme principale ressource d'exportation à long terme, une fois ses réserves pétrolières et gazières épuisées. Journaliste indépendant, Simen Sætre a passé 4 ans à enquêter dans les coulisses de cette industrie gigantesque. Dans son livre, il explique que très longtemps, l'industrie avait une sorte de statut spécial.
C'est comme si des lois et des règlements avaient été rédigés pour que l'industrie se développe en fonction de ses propres besoins. Mais aujourd'hui, l'État devient un peu plus critique. Le secteur a pris une grande importance. Beaucoup d'argent est en jeu. Et il y a sans doute aujourd'hui une plus grande volonté de réglementer. Néanmoins, l'État reste très prudent lorsqu'il s'agit d'imposer des exigences au secteur. Son livre et plusieurs autres investigations publiées récemment ont terni la réputation des producteurs de saumon en Norvège. En particulier ceux qui en profitent le plus, les grands patrons milliardaires, dont, soit dit en passant, plusieurs ont trouvé un refuge fiscal en Suisse. Lorsque ceux qu'on surnomme les barons du saumon, c'est-à-dire les gestionnaires et les propriétaires de l'industrie, sont apparus dans les médias, ils ont laissé une mauvaise impression. Ils se sont montrés riches et arrogants, et peu enclins à comprendre les critiques. Ils ont ainsi acquis une très mauvaise réputation au fil des ans. Et aujourd'hui, de nombreux Norvégiens disent qu'ils ont tout simplement cessé de consommer du saumon et qu'ils le boycottent. Les Norvégiens savent qu'il y a problème avec les cages en mer, mais tout récemment, ils ont aussi découvert que les écloseries de saumon ont un impact sur leurs fjords bien aimés. Nous sommes dans le village d'Erand, 240 habitants et 2,5 millions de bébés saumons. Ici, le Norvégien Mowi, plus grand producteur mondial, exploite une écloserie. Les saumoneaux grandissent dans des cuves d'eau douce pendant 12 à 18 mois. Ils sont nourris avec des granulés industriels de poissons et de céréales. Exploitée depuis 1986, cette écloserie fournit emploi et revenus à de nombreux habitants. Elle a changé la vie du village, mais pas toujours pour le mieux, car ses rejets sont directement évacués dans la baie. 2 fois par semaine, Marna Roer se baigne à quelques dizaines de mètres de l'écloserie. Il fait environ 3 degrés. Ces 2 dernières semaines, l'eau faisait entre 1 et 4 degrés. Ces derniers mois, c'était plutôt bien, mais parfois, ça pue un peu. Ils nous disent qu'ils ne savent pas ce que c'est, mais ça sent comme de l'huile de poisson bien grasse. Et si c'est trop dégoûtant ici pour nager, alors nous allons de l'autre côté ou plus loin dans le fjord. Lars Ketil Oldus est aussi voisin de l'écloserie. Ce pêcheur passionné est dégoûté par les poissons qu'il capture. Ils déversent des rejets non filtrés dans la baie. Il y a des boulettes de nourriture qui flottent tout autour. Beaucoup de poissons qu'on avait l'habitude de pêcher ici sont pleins de ces granulés et leur foie est vert. Ils sentent mauvais. C'est pas bon du tout. Alors on les jette. Autre voisin de l'écloserie, Stuart Barry a plongé plusieurs fois dans la baie d'Erand, près des conduites d'évacuation. C'est facile de voir où s'arrêtent les tuyaux d'évacuation. C'est là-bas, à 15 ou 16 mètres de profondeur, où se trouvent ces oiseaux. C'est assez risqué de plonger là-bas. Je l'ai expérimenté moi-même. Et comment ça ? La quantité de bactéries et de produits chimiques dans l'eau irrite la peau et ça peut provoquer des éruptions cutanées. J'ai aussi eu un œil infecté pendant 1 mois ou 2. Ça pue et l'écloserie ne nous dit rien. Quand nous nous plaignons, ils nous disent que tout va bien ou ils nous ignorent. Comme nous d'ailleurs. Il nous montre cette vidéo filmée l'été dernier devant chez lui. Il s'agit essentiellement de déchets de poissons et d'un tas d'autres produits chimiques d'entretien. Vous pouvez voir les bulles de gaz qui s'en échappent. Le tuyau de sortie se trouve à 150 mètres d'ici.
Ces images ont été tournées par un autre plongeur passionné, un célèbre photographe de guerre. Alexander Nordahl s'est donné une mission qui occupe désormais tout son temps, faire l'état des lieux des fonds marins tout au long de la côte norvégienne et montrer comment les activités humaines les affectent. On est dans l'un des fjords les plus célèbres de Norvège. Nous y plongeons en hiver parce que l'océan est propre et que nous pouvons tout voir. Il n'y a pas de prolifération d'algues. C'est très froid, mais l'eau est claire. Voici la ferme. C'est une des écloseries de saumon qu'on m'a dit d'aller voir. On y est. Je vais voir si nous pouvons plonger ici. Avec un autre ami plongeur, il veut voir si les rejets de l'écloserie ont mis à mal l'écosystème marin local. Je mets de l'eau chaude et du savon pour enfiler ma combinaison plus facilement. Je fais toutes les prises de vue en apnée. Cela me permet de nager plus longtemps et d'être plus flexible. Nous allons nager jusque là-bas et observer ce qui se passe sous la surface. « 4 degrés. » Il plonge près des conduits d'évacuation à une dizaine de mètres de profondeur. Peu de vie, des déchets organiques, mais impossible d'aller plus loin en apnée pour en voir plus, car très vite c'est trop profond. Pas de poisson, juste une anémone. Mais il a vu bien pire, comme dans sa vidéo tournée au large de l'écloserie d'Errand. Nous l'avons montré à un spécialiste des fonds marins, le professeur Geir Johnsen de l'Université norvégienne de sciences et de technologie à Trondheim. Vous voyez ce que nous appelons la neige marine. Ce sont des résidus de nourriture mélangés à des excréments de poissons. Cela crée un environnement idéal pour la prolifération des bactéries. Ces bactéries consomment de l'oxygène. C'est un phénomène simple à comprendre. Ça ne rend pas ces habitats sains, bien au contraire. Ça les dégrade. On voit bien ici les déchets qui sortent des tuyaux d'évacuation. Les poissons se nourrissent de ces boulettes. Pour eux, c'est pire qu'un hamburger. Ce sont des aliments qui ne sont pas sains. Les poissons sauvages tombent malades. Sur d'autres sites, Alexander Nordahl a capturé plusieurs de ces poissons sauvages. Ce ne sont pas des saumons, mais d'autres espèces. Et on voit bien qu'ils se sont gavés des granulés industriels qui affectent leur squelette, leur foie, leurs muscles. Il y a beaucoup d'oursins ici, mais pas d'algues brunes comme le varech, qui devraient être présentes si l'écosystème était en bonne santé. On observe une disparition importante des espèces, ainsi qu'un déclin des organismes qui devraient être là pour maintenir un habitat fonctionnel. Ils ont disparu. L'industrie affirme qu'il y avait une scierie dans la région pendant des siècles et que c'est elle qui est responsable de la pollution. Oui, c'est un grand classique. Ils rejettent la responsabilité sur d'autres. Mais quand vous regardez cette neige marine, cela ne vient pas d'une scierie. C'est un signe évident de stress environnemental extrême. Et ça ne fait aucun doute. Pour comprendre qui est responsable de cette dégradation, nous avons retrouvé les rapports des inspections réalisées à Errand par l'Agence régionale de protection de l'environnement. Le premier date de 2001. Il indique que l'exploitation à leur propriété d'Aqua-Farms est en infraction. Elle a dépassé les limites de production autorisées, ce qui entraîne un rejet excessif de matière organique. Elle a produit 2 fois plus d'alevins qu'autorisé,
150 tonnes par an au lieu de 80 tonnes. Et elle a donc doublé ses rejets. Le deuxième date de 2015 et il dénonce également des non-conformités, notamment l'absence de rapport et de plan de traitement des rejets tels qu'exigés par les autorités. En Décodé, 14 ans après la première inspection, il n'y avait toujours pas de système de filtration et aujourd'hui, rien n'a changé. Erand est loin d'être une exception. Un grand quotidien norvégien a révélé récemment que sur une période de 20 ans, 9 inspections sur 10 ont constaté des violations dans les quelques 200 écloseries du pays. En mer, sous les cages, il y a les mêmes rejets de nourriture et de déjection, mais en bien plus grande quantité. Les fermes pratiquent une jachère entre chaque cycle d'élevage, mais selon le professeur Johnson, cela ne suffit pas. Les courants marins transportent la nourriture qui sort des cages tout le long de la côte. Ainsi, tous ces résidus alimentaires et les excréments des saumons se dispersent plus loin. Certes, ils se diluent, mais avec le nombre énorme de cages le long du littoral, cela affecte tout l'écosystème. J'ai plongé le long de toute la côte norvégienne, du sud au nord. Et en tant qu'observateur neutre, la seule manière de décrire ce que je vois, c'est que c'est en train de devenir un enfer. Pour moi, c'est de la destruction, c'est la mort. C'est exactement le même mécanisme qu'en temps de guerre, sauf qu'on ne voit pas la destruction que nous causons. C'est pourquoi je pense qu'il est crucial de documenter tout ça. L'industrie, elle, s'appuie sur les recherches d'instituts gouvernementaux pour réfuter ces critiques. Sous chaque site, on fait des tests avant et après chaque cycle d'élevage dans les cages. Ces tests sont réalisés par une partie tierce et ils sont envoyés au directorat norvégien des pêches. 94% des sites obtiennent de bonnes ou de très bonnes évaluations. Il peut y avoir des problèmes dans certains fjords ou sous certaines fermes, mais dans ces cas, il suffit d'augmenter la durée de jachère ou de réduire le volume de production sur ces sites spécifiques. Les scientifiques sont presque tous d'avis qu'il faut produire davantage de nourriture provenant de la mer. Et malgré tous les défauts de l'aquaculture norvégienne, nos méthodes sont toujours les plus avancées et les plus durables au monde pour produire des aliments issus de la mer. Le changement coûte cher, les mots sont bon marché. Si vous voulez vraiment changer la façon de produire de la nourriture, cela demande beaucoup d'argent, cela demande beaucoup d'investissement. Il est bien moins coûteux de modifier son marketing et persuader les gens que faire la même chose va donner des résultats différents. Vous allez coller des mots comme durable, régénérateur ou bio sur vos produits, mais en réalité, les impacts restent les mêmes. Vous avez peut-être modifié un ou deux impacts dans une faible mesure, mais vous continuez à causer des ravages écologiques et des souffrances animales dévastatrices. C'est ce que j'appelle le syndrome de la guillotine. Regardez, nous avons mis au point une machine beaucoup plus efficace. Elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus performante. Mais vous continuez à couper des têtes. Cette industrie est moralement inacceptable. Nous ne devrions plus accepter une industrie dont le modèle économique repose sur la tromperie quant à ses véritables impacts. Ruben Odecalve, lui, continue à se battre pour limiter les dégâts des élevages sur la nature, plaidant pour des enclos fermés. Mais son combat risque de se prolonger. D'autres poissons sauvages commencent à être élevés en cage, comme le cabillaud. Ceux-ci se sont échappés d'une ferme en 2023. Il est mal formé. Il n'est pas normal. Et regardez celui-ci. Il est tout tordu. Ses proportions ne sont pas naturelles. C'est le résultat d'un défaut génétique. Peu à peu, ces poissons plus lents,
plus stupides, plus paresseux, vont contaminer la population sauvage avec leurs gènes dégénérés. Et ça, c'est vraiment terrifiant. C'est comme si on prenait tout ce que l'on sait de l'industrie du saumon, tout ce qu'ils ont fait de mal, et qu'on répétait les mêmes erreurs, mais avec une autre espèce. Aujourd'hui, la population de saumon sauvage s'est effondrée, en grande partie à cause des élevages industriels. Et maintenant, ils commencent à faire la même chose avec le cabillaud. Ça me terrifie littéralement.